Voici un exemple d'amas globulaire que beaucoup de gens ont vu. C'est une des premières émotions d'astronome. Lorsqu'on voit cet amas, on ne voit pas aussi bien que ça. On voit un truc flou, un peu cotonneux. Alors, ce qui est intéressant, on l'a découvert en 1714 quand même, hein, c'est-à-dire sous Louis XIV. Donc, c'est dans cet endroit que des gens que l'on disait scientifiques, et que moi je dis aux trois quarts fous, ont envoyé des signaux en se disant qu'il y aurait vraisemblablement des êtres humains qui habitent là-dedans, hein, sachant que le voyage pour leur envoyer un message, je n'ai pas osé vous le montrer, mettait plus de 2 millions d'années, plus de 2 millions d'années pour le retour. Imaginez un peu l'humanité, dans quel état elle sera à ce moment-là. Les photons. Alors, ça c'est quelque chose de très important, puisque c'est grâce à ça que nous voyons nos couleurs, que nous voyons tout simplement. Les photons, ce sont des paquets d'énergie, mais également des ondes électromagnétiques. C'est assez difficile à comprendre, mais pour ça, il faut avoir la vue. Alors, c'est très important parce que les photons sont émis partout, sont émis par de la lumière, par des lampes, sont émis par des étoiles, sont émis par tout ce qui représente une explosion, même si là, l'explosion est quand même à peu près contrôlée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces fameux photons, qui sont des sortes de graines d'énergie, plus l'explosion qui lui a donné naissance est forte, plus le photon va aller vite. Si le phénomène était un peu mollasson, eh bien, il va arriver tout doucement. Et comme ce sont également des ondes, on va travailler avec les caractéristiques de ces ondes, ce qu'on appelle soit une fréquence, c'est-à-dire la façon, le nombre des petites ondulations que l'on voit, soit la longueur d'onde, c'est exactement pareil, c'est-à-dire la longueur entre 2 maximum, par exemple. Alors c'est très important, alors ça c'est un peu compliqué, mais ça c'est la bande-annonce de la prochaine conférence. N'ayez pas peur, c'est très simple. Enfin, pas trop. C'est tout ce qu'on reçoit par la figure. C'est-à-dire que vous oubliez les coordonnées. La partie bleue, c'est tous les photons que l'on peut percevoir avec nos yeux. Autrement dit, c'est tout ce qu'on voit. Ensuite, vous avez une masse énorme en bleu ciel. Ce sont ce qu'on a appelé, on ne savait pas comment l'appeler, on ne s'est pas mis d'accord, on l'appelait les rayons X. Bon, ça sert beaucoup, notamment lorsqu'on va prendre la radio, là, du côté du boulevard, là-bas. Les photons les plus énergiques se trouvent ici, en vert, sont ce qu'on appelle les photons gamma. En gris, vous avez quelque chose de très particulier, c'est le rayonnement originel qui s'est produit 300 000 années après le Big Bang. Bon, on n'aime pas dire trop le mot Big Bang parce que c'était pas big et parce que ça n'a pas fait bang, et parce que maintenant, disons que c'est un moment où l'on commence à comprendre l'univers, ce qui est déjà beaucoup. Alors vous en avez d'autres, vous avez tout ce qui est en rouge, c'est de l'infrarouge, tout ce qui est grisé, là, c'est de l'ultraviolet, etc. Et vous avez des ondes radio qui se trouvent tout à fait au fond. Donc on reçoit tout ça. Ce qui veut dire que quand on commence à avoir peur des rayonnements qui nous viennent de nos téléphones portables, moi je veux bien, mais il ne faudrait pas oublier tout ce bazar-là non plus. Hein. Alors pour ça, si vous voulez, j'y arriverai, oui, le fait de savoir qu'il y a des photons différents qui nous permettent de voir des choses différentes, on fait qu'on s'est mis à envoyer dans le ciel des télescopes, satellites, en fonction des longueurs, c'est-à-dire des puissances de photons qu'ils pourraient voir. Et ça nous permet d'avoir des images complètement différentes. Alors vous avez là tous les, comment dire, tous les télescopes dont vous avez entendu parler à la télé notamment. Alors ça veut dire que pour notre Voie lactée, ce que l'on voit, c'est ce que j'ai entouré en rouge, mais selon les différents satellites qui se trouvaient là, on peut le voir également comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et par superposition, ou selon les travaux que l'on veut effectuer, on a des images complètement différentes. C'est ce que l'on appelle l'univers invisible. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au centre de notre galaxie, il y avait un trou noir. Bon, on va voir ce que c'est. Donc, nous avons un bulbe de forme ellipsoïdale qui mesure entre 7000 et 15 000 années-lumière.
Ce bulbe contient à peu près 5% de matière visible, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument rien parce qu'il y a un énorme écran de poussière. Il faut travailler en rayons X, c'est-à-dire des rayons qui vont un peu à travers les atomes. Hein, c'est exactement le même principe que lorsque l'on se fait faire une radio des poumons. Hein. Normalement, on ne voit rien, mais avec des rayons X, on arrive à voir. Le centre de la galaxie, on commence à le photographier maintenant. Alors, il faut savoir que les gens qui étudient le plus et le mieux le centre de galaxie, ce sont des chercheurs français. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vous voyez, à travers des poussières, voilà ce qu'on finit par voir. Il y a une énorme atténuation, c'est-à-dire on atténue 30 fois les poussières, on forme une trentaine d'écrans pour qu'on arrive à voir ce qu'est ce fameux centre de notre galaxie. Pris dans différentes longueurs d'onde, maintenant vous savez ce que c'est. Voilà, si on est en infrarouge, voilà ce qu'on voit. Si on est en infrarouge proche, voilà ce qu'on voit. Si on est en rayon X, voilà ce qu'on voit. Donc on ne voit pas du tout la même chose. Alors en fait, ce centre et sont là. C'est-à-dire qu'en rayon X, on voit qu'il y a 3 amas, des amas d'étoiles, qu'on appelle les arches, un autre qui a été découverte par les gens de l'Institut astrophysique de Paris, arche, un quintuplé et un amas stellaire en bague ici qui s'appelle GC. Alors ce sont des étoiles qui se cognent entre elles et qui provoquent des énormes gerbes de cendres, de glace, de photons, etc. Les amas d'étoiles entrent violemment en collision. Alors ce sont ces amas qui, dans les collisions, créent ces fameux nuages moléculaires dont on a parlé tout à l'heure. Alors en 1932, il y a un étudiant qui s'appelait Karl Jansky, qui était encore en hollandais, qui s'aperçoit qu'il y a des ondes radio. Il arrive à capter une espèce de poste à galette, des ondes radio qui ne venaient pas d'une station radio, c'était ni Europe 1, ni RTL, ni tout ce qu'on veut, mais que ça venait du centre de galaxie, mais il ne savait pas ce que c'était. Alors on s'est aperçu plus tard que c'était des étoiles à très très grande vitesse qui tournent autour de quelque chose à plus de 1000 km par seconde. Alors ça donne un peu ceci. On a fait des calculs, là ce sont les Allemands de l'Institut Max Planck, qui ont fait des calculs qui ont mesuré 32 étoiles, et on s'est aperçu qu'au fil du temps, dans les années 1900, en commençant en 1992 jusqu'en 2007, on a pris la position des étoiles. Alors là, c'était plus les dames d'Harvard qui calculaient ça, c'était automatiquement des logiciels. On s'est aperçu que leur orbite tournait tout autour d'un truc, et qu'on ne savait pas très bien ce qu'était ce truc. Voilà. Voilà leur schéma qui a été publié. S veut dire star, c'est-à-dire étoile. Alors, vous prenez, je ne sais pas quoi, S31, la verte, là, et vous voyez toute l'orbite. Et vous voyez que tout ça, ça tourne autour de quelque chose. Alors, j'ai voulu le montrer avec ça, mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais Jean-Pierre, il sait faire marcher, mais pas moi. Alors, donc, on en a déduit qu'il y avait un trou noir au centre. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors, un trou noir, c'est assez simple. Ça a été découvert à son corps défendant, pas par Einstein. On a commencé à parler de trou noir, de black hole, en 1968. En fait, Einstein s'était aperçu, la grande découverte d'Einstein a été de démontrer que des grosses masses, des gros astres ou des matières très importantes courbent l'espace. Vous voyez ici, vous avez une espèce de panier de basket. Quand vous avez une grosse boule, par exemple, vous voyez que l'espace, au lieu d'être plan, est incurvé comme ça. Et s'il y a quelque chose qui arrive par là, ça se met à tourner autour de cette grosse masse rouge, un peu comme une bille sur la roulette d'un casino. C'est exactement comme cela que la Lune tourne autour de la Terre, qui est considérée comme une masse, et comme la Terre elle-même tourne autour du Soleil, qui est considérée comme une masse, et qui courbe l'espace. Alors là, peut-être il a courbé un peu trop, c'est pour ça que ça caille en ce moment. Alors Einstein n'avait pas du tout vu ça, et c'est ce que l'on a appelé les héritiers d'Einstein, c'est-à-dire des gens qui ont... Einstein a posé une équation, il a posé la craie sur le tableau, bon, je ne veux pas dire qu'il n'a plus rien fait, mais il n'a pas résolu cette équation. Ce sont
toutes sortes de gens vivant après lui qui l'ont découverte. Par exemple, pour reprendre et pour honorer nos amis belges qui sont dans la salle, il y a en Belgique un grand savant qui s'appelle l'abbé Lemaître, encore un abbé. Il y a beaucoup d'abbés dans l'histoire de l'astronomie, hein, qui a résolu, lui, il n'était pas spécialisé dans une matière, Georges Lemaître, il était à la fois mathématicien, physicien, chimiste, et il a réussi à trouver, selon des hypothèses qui ont été vérifiées par l'observation, il a mis des paramètres particuliers dans les équations d'Einstein, il a trouvé une solution qui était fonction du temps, et il en a déduit que le temps, cette espèce de grille que vous voyez là, enfle avec le temps.